Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Thierry Breton. Thierry Breton, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Alors, je rappelle que vous avez été ministre de l'économie et des finances, commissaire européen. Vous connaissez parfaitement les États-Unis. Vous avez enseigné aux États-Unis. Thierry Breton, vous avez rencontré Donald Trump. Oui. Ça vous est arrivé. Vous avez rencontré Elon Musk. Enfin bon. Hier, c'était la journée Trump. L'âge d'or commence, a déclaré le nouveau président des États-Unis. Le déclin de l'Amérique est terminé. Nous allons agrandir l'Amérique. C'est la phrase qui m'a frappé le plus hier. Le message est clair, Thierry Breton ? Vous savez, on sort d'une période... C'est une période un peu particulière aux États-Unis, cette fameuse période dite de transition des 100 jours. Entre le moment où le président élu est élu, et puis le moment où il va prendre le pouvoir. Et là, c'est vrai que, évidemment, le président élu, il a quand même tous les attributs de la puissance. Il n'a pas encore les moyens, par définition. Et donc, il a la parole comme exercice du pouvoir. Et c'est vrai qu'il a beaucoup utilisé la parole pendant ces moments. Et on a entendu effectivement toutes les grandes lignes de ce qu'il comptait faire. Je crois qu'il faut les prendre au sérieux parce qu'on a vu, il a commencé déjà à signer ses décrets. Donc il va vraiment essayer de faire ça. Bon, maintenant, on rentre, ça y est, maintenant dans le vif du sujet. On est la réalité. C'est la réalité depuis ce matin. On est maintenant précisément dans cette nouvelle période qui s'ouvre à nous de 4 années avec une nouvelle administration. Alors tous les 4 ans, ça change aux États-Unis. Vous l'avez rappelé, moi j'ai beaucoup connu ça. Donc dans cette période des 100 jours, les uns et les autres se réalignent sur la nouvelle administration. On l'a vu cette fois-ci de façon peut-être pour certains d'entre eux un peu plus bruyamment que d'autres. On peut penser à Mark Zuckerberg en particulier lorsqu'il est allé à Mar-a-Lago pour comment pourrait-on dire peut-être faire acte d'allégeance. Oui. Mais il faut pas le prendre non plus de façon caricaturale parce que je dirais que c'est assez commun ou courant, on va dire plutôt, dans l'histoire américaine, que dans ces périodes précisément, chacun se réadapte finalement à la nouvelle administration. Mais là, c'est vrai que les propos qui sont tenus, pour reprendre votre question, on peut comprendre en particulier après ce qui a pu être dit sur le Groenland, par exemple. Il a beaucoup parlé hier, notamment du Panama. Voilà, ça interroge, c'est sûr. Oui, ça interroge. Mais soyons pragmatiques, parce que les États américains sont pragmatiques, et Trump l'est plus que tout. Il est pragmatique. C'est un chef d'entreprise, Trump, avant tout, n'oublions pas. Finalement, il voit les États-Unis, enfin, il gère une entreprise, l'entreprise américaine. Alors je ne sais pas si on peut dire ça parce que parce qu'il a quand même maintenant l'expérience. Peut-être on aurait pu le dire, on pouvait le dire en 2017. Oui, parce qu'il n'avait pas encore cette expérience. Mais là maintenant quand même il faut lui reconnaître le fait qu'il a vraiment maintenant l'expérience du pouvoir. Il a du reste constitué son équipe. Vous vous souvenez en 2017, ça avait pris des mois. Là maintenant il vient avec son équipe. Il sait comment ça fonctionne. Alors donc il est pragmatique mais il va vouloir être opérationnel très rapidement. Et vous dites, il est chef d'entreprise. Je dirais presque plutôt, si vous le permettez, businessman. Il a écrit, vous vous en souvenez, il a écrit ce livre, The Art of the Deal. C'est-à-dire qu'il explique l'art du deal. Il explique dans ce livre comment on fait des deals finalement dans la vie. Et c'est vrai que il faut le lire, c'est intéressant parce que il a écrit ça quand il était aux affaires ou dans les affaires, on va dire. Mais désormais, évidemment, en tant que président de la plus grande nation aujourd'hui, la plus puissante, il va évidemment utiliser les mêmes ressorts, les mêmes critères, et donc avoir des relations plus transactionnelles avec les uns et les autres. Pousser très loin son ambition, revenir un peu en arrière pour essayer toujours d'obtenir, entre guillemets, le meilleur deal pour les États-Unis, en laissant penser peut-être à ceux qui sont en face qu'ils ont également quelque chose qui n'est pas trop mauvais pour eux. Mais enfin, c'est assez transactionnel. C'est assez transactionnel, on est bien d'accord. Nous allons revenir, je ne vais pas revenir sur toutes les déclarations faites hier, mais ce qui m'intéresse, c'est l'Europe, c'est la réponse que nous devons apporter, l'attitude, le comportement que nous devons avoir face à Donald Trump. Il faut absolument, vous l'avez dit, vous le répétez, un leadership fort en Europe. Est-ce que Ursula von der Leyen, je l'ai trouvée bien faible ces derniers temps face à Donald Trump, elle ne propose rien ou presque rien si ce n'est discuter. Mais ça ne veut rien dire. Évidemment qu'on va discuter avec les États-Unis. Et quelle attitude doit-on avoir en Europe ? Alors, vous avez raison, il ne faut pas parler d'Europe, parce que pour nous, maintenant c'est une réalité. Bien Donc sûr. à charge pour nous de nous
comment dire, d'intégrer cette réalité dans nos relations. Je rappelle quand même qu'on le sait tous, les États-Unis, c'est notre plus vieil allié et le plus important pour nous. Donc bien sûr, aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'on a tellement. Enfin, c'est quand même notre allié, et donc il faut avoir toujours ça en tête. Encore un allié ? Bien sûr, encore un allié. Vous en êtes sûr ? J'en suis certain. Bien sûr, encore un allié. Mais c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'évidemment, on a eu toutes ces phrases. Certains disent même ces coups de boutoir. Et donc, il faut effectivement que l'Europe, maintenant, elle soit consciente d'abord d'une chose. C'est qu'on est on est un continent, on est 27, on est une grande démocratie. Moi, je ne cesse de le dire, parce que je l'ai vécu, évidemment, à Bruxelles. Souvent, on ne le comprend pas. Des fois, on le critique même en France. On est une grande démocratie. Croyez-moi, c'est pas facile, effectivement, de faire marcher une démocratie de 450 millions de concitoyens. C'est notre cas en Europe. Mais on est cette démocratie-là. On est aussi cette puissance-là. Et j'emploie le mot haïtien. On est une puissance en Europe. Il faut qu'on en soit vraiment conscient. On est aujourd'hui le premier marché au monde. Mais on n'a pas de leader. On est une puissance, mais on n'a pas de leader, Thierry Breton. Il faut effectivement exprimer cette puissance. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est affaibli politiquement, ce n'est pas l'Allemagne qui est affaiblie politiquement. C'est qui ? C'est Mélanie, le leader ? D'abord, ce ne sont pas des chefs d'État aussi, je dirais, charismatiques, importants soient-ils, qui sont des leaders de l'Europe. L'Europe a des institutions, selon nos traités. Depuis 70 ans, on fonctionne avec ces institutions. Elles sont claires. Il y a le président du Conseil européen qui représente l'ensemble des 27. C'est aujourd'hui pour nous Antonio Costa, l'ancien Premier ministre portugais. Il y a la présidente du Parlement européen, c'est Roberta Metsola. Elle représente évidemment nos concitoyens. Et puis il y a la Commission, c'est l'exécutif. Et voilà quel est le triptyque, je dirais, qui représente aujourd'hui l'Europe. Et puis il y a ensuite notre ministre des Affaires étrangères, ou super ministre, ce qu'on appelle la haute représentante, c'est Kaja Kallas, qui est l'ancienne Premier ministre estonienne. Donc en fait, il faut effectivement que ceux qui représentent nos institutions aujourd'hui, ils incarnent notre Europe, tout en respectant évidemment les chefs d'État et de gouvernement. Et c'est évidemment maintenant, selon ce triptyque, conformément au traité, qu'il faut maintenant rentrer dans cette nouvelle dialectique, dans ces nouveaux échanges, avec évidemment tous ceux qui sont autour de nous. Rapidement à la confrontation. Pardon, Thierry Breton, mais si les États-Unis de Trump nous imposent une guerre commerciale, que faire ? Que faire ? Eh bien, on a déjà eu ces discussions lors du premier mandat, et moi j'ai participé. Voilà, on sait, comme je l'ai rappelé, il est transactionnel. Je me souviens que il disait que, il demandait, vous savez, on me demande quelquefois comment voit-il l'Europe. Et moi j'avais toujours ce sentiment, il voyait l'Europe surtout comme aujourd'hui, je dirais, un marché, une balance commerciale qui était négative. Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, on a à peu près 180 milliards. Enfin, on vend aux États-Unis 180 milliards de plus, donc la balance commerciale est déséquilibrée, et je me souviens, je le sentais vraiment, il trouvait ça injuste. Et donc ce qu'il veut, c'est essayer de rééquilibrer la balance commerciale. Alors avec nous, je parle de 180 milliards de dollars, alors avec la Chine, n'en parlons pas, c'est 1000 milliards. Donc il veut rééquilibrer cette balance commerciale. Il souhaite aussi que chaque État membre de l'OTAN paye leurs 2%. Et personnellement, je vous le dis, je trouve qu'il a raison sur ce point. Parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'on ait encore un certain nombre de pays, alors on peut penser à l'Allemagne, on peut penser à l'Italie, qui ne dépensent pas 2% de leur PIB en défense. Alors ça, pour lui, c'est un sujet majeur. Alors Thierry Breton, justement, c'est un peu le deal que l'Europe pourrait proposer. C'est-à-dire que, d'accord, on augmente notre budget de la défense, on crée une défense européenne, mais en contrepartie, vous nous épargnez les droits de douane. Écoutez, c'est pas à moi de le dire, vous le comprendrez. Je suis plus commissaire européen. Compris, mais c'est ce que vous feriez ? Non, je pense d'abord, c'est un autre sujet, l'Europe de la défense. Mais moi, là-dessus, vous m'avez souvent entendu, et je continue à le dire ce matin. Bien sûr, il faut qu'on augmente notre capacité de production en matière de défense. Il faut qu'on soit beaucoup plus autonome en matière de défense. Enfin, si on investit dans notre appareil industriel et dans notre appareil militaire, c'est pour acheter européen. Quand on dépense de l'argent des Européens, c'est pour acheter européen et pas pour acheter américain. Donc je ne sais pas si on pourra rééquilibrer la balance commerciale avec ça. Il y a sans doute d'autres moyens. Mais en tout cas, il appartient maintenant à ceux qui sont en charge de se mettre autour de la table et puis de rentrer dans cette dialectique en ayant conscience de notre puissance. Est-ce qu'il faut qu'une voix forte s'élève en Europe, Thierry Breton ? On a besoin d'un homme ou d'une femme face à Trump. Mais vous savez, elle va le faire, je dirais, de facto, donc dans le cadre des institutions que j'ai rappelées, tout simplement parce que très vite, on va rentrer dans cette dialectique, puisque très vite, on va voir encore une fois les décrets qu'il va signer. Enfin, si jamais on suit ce qu'il a dit, très vite, on va rentrer dans cette nécessité. Oui, il va falloir effectivement s'exprimer en face. Dites-moi, avec Donald Trump, c'est le règne de l'argent. Ça ne vous gêne pas ?
Franchement, le culte de l'argent. Ce qui est très surprenant, ou qui est surprenant, disons, pour moi qui ai vécu, vous l'avez rappelé, aux États-Unis, comme beaucoup d'entre nous, du reste, qui aiment le dynamisme de ce pays, sa capacité d'intégration, sa capacité d'innovation. Et donc, il y a aussi une capacité qu'on connaît moins en Europe, c'est qu'il y a souvent effectivement des personnes qui ont une expérience quand ils sont nommés au gouvernement, ils viennent du monde académique ou du monde des affaires. Il y a souvent des chefs d'entreprise qui sont ministres des différentes administrations qui se sont succédés. Mais alors là, on a, je crois, je sais plus, je lisais ça quelque part, quelqu'un me disait, 15 ou 16 hyper milliardaires qui sont désormais membres de l'administration. Donc ça, c'est effectivement quelque chose. L'oligarchie des milliardaires. Nouveau. Alors je n'irai pas jusque-là parce qu'évidemment, on va voir. Mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Poutine, les milliardaires, est entouré de milliardaires. En Iran, la famille Khomeini, ce sont des milliardaires. Ce culte de l'argent dans le monde, si vous Thierry permettez, je comparerai pas à ce qui se passe aux États-Unis, ni avec Poutine, et encore moins avec l'Iran. Je le comparerai vraiment pas. Je dis simplement que c'est vrai, que c'est une première, et notamment on pense en particulier à tous ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, dont beaucoup viennent de la Silicon Valley, qui viennent maintenant aux affaires. Bon, il va falloir qu'on observe gagner de l'argent. Non, je ne le pense pas. Il faut pas. Non, sincèrement, je ne le pense pas. D'abord, bien pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà fait fortune. Oui, mais voilà, ça va être. Je me rappelle lorsque j'étais moi-même ministre des Finances, mon homologue était l'ancien président qui était ministre des Finances à l'époque, l'ancien président de Goldman Sachs. Donc vous voyez, et il m'avait dit quand je suis venu, quand on m'a appelé, j'ai dû céder toutes mes actions et ne plus rien avoir. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas comment on va intégrer tout ça. Qu'est-ce qui va être demandé pour éviter les conflits d'intérêts. Il va falloir suivre ça avec intérêt. On n'a pas encore les réponses. Oui, conflit d'intérêts. En France, ce serait impossible. Ce qu'on voit aux États-Unis serait impossible en France. Et en Europe, je le dis, parce qu'on est effectivement là-dessus très à cheval. Peut-être moins aux États-Unis, mais je ne veux pas encore une fois tirer de leçons avant de voir. C'est vrai qu'on rentre dans un monde. On a même vu Bernard Arnault. Bernard Arnault, qui est votre ami, on l'a même vu là-bas à l'investiture. Oui, mais... Pourquoi ? Parce qu'il a 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec les États-Unis. Je crois que personne ne peut dire ça. Je sais, il est encore une fois, oui. J'ai pas parlé pour lui, mais il est non seulement un très grand chef d'entreprise, mais je sais qu'il est très présent aux États-Unis, qu'il a beaucoup d'activités aux États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle il était là. Je pense que c'est celle-ci, mais enfin. Voilà, je ne suis pas dans la tête de ceux qui ont fait les cartons d'habitation. Est-ce que vous avez des échanges avec Elon Musk toujours ? Non, mais vous savez, Elon Musk, moi, on en a beaucoup parlé. Mais, oui, on a beaucoup parlé. Mais je le dis sincèrement, c'est pas mon sujet. Elon Musk, il est ce qu'il est. Depuis ce matin, on va voir, il va sans doute, c'est annoncé, faire partie de l'administration américaine. Voilà, on rentre dans un monde nouveau là encore, et s'il parle, et quand il décide de parler, je ne sais pas, on verra bien, il parlera certainement, bien entendu, qualité de ces nouvelles fonctions. Donc je n'ai aucun commentaire à faire. Puis voyez-vous, Jean-Jacques Bourdin, oui, allez-y. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. La Commission européenne a ouvert une enquête donc sur X, je crois que c'était vendredi ou samedi dernier, donc précisément pour voir si dans toutes les actions qu'il a pu entreprendre, manipulation de l'algorithme, pour voir les algorithmes, pour vérifier. Voilà. C'est conformément encore une fois à la délégation que la Commission européenne, et je le dis encore une fois, a reçue de la part du Parlement européen, qui est le législateur, et du Conseil européen. Donc cette loi, le DSA, dont on a beaucoup parlé, qui est faite pour certainement pas pour censurer, encore moins pour brimer la parole. La liberté de parole chez nous en Europe est absolument cardinale. C'est pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas d'excès créé par une modification des algorithmes. On sait que sur les plateformes, les algorithmes peuvent pousser avec une sorte d'effet de tsunami des contenus qui peuvent créer des dommages. Et donc, il faut avoir la transparence, c'est tout. Oui, les messages de Musk, par exemple, de l'extrême droite, peuvent être poussés. Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai absolument pas l'information. Mais ce que je sais, c'est que la Commission européenne a ouvert une enquête. On va donc maintenant lui laisser faire son enquête. Oui. Et l'ARCOM, régulateur français du numérique, saisit d'ailleurs la Commission européenne. Eh bien, donc, laissons maintenant
encore Il y a les des choses se plaintes en faire. France. Eh bien, laissons les choses se faire, et puis on parlera quand on aura les conséquences. Mais- Et personnellement, moi, je trouve que c'est normal et bien, et c'est que la commission ait ouvert cette enquête. Mais samedi soir, vous étiez sur une émission de télévision, on a dit à côté de vous, Elon Musk est un connard. Ça vous a gêné? Oui, mais vous savez, vous faites allusion à cette émission, voilà. Oui. Voilà. Ben, si, je vous ai vu. Oui, mais non, un peu, mais oui, bah, écoutez, voilà. Thierry Breton, mais je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas à porter du jugement sur les uns et les autres, Voilà. Et je ne veux pas rentrer dans ce petit jeu parce que certains disent, ah oui, mais alors Elon Musk a dit si. C'est vrai qu'il n'a pas des mots tendres ni même polis avec certains de nos chefs d'État et de gouvernement. Oui. C'est vrai que ça a pu en choquer certains. J'en fais partie quand on traite Monsieur Scholz, chancelier quand même allemand. Mais on peut penser ce qu'on veut de Monsieur Scholz, mais enfin avec des noms d'oiseaux ou le Premier ministre britannique. Bon, quelqu'un a dit sur cette émission, leur envoyer les mots d'oiseaux qu'il a peut-être utilisés. Voilà, dont acte. Mais vous savez, non, pardon, mais c'est pas. Je le dis sincèrement, c'est pas mon monde, ça. Bon, c'est pas votre monde. Pourtant, vous étiez dans ce monde-là samedi soir. Hein, et ça, je vous ai senti gêné un peu. C'est pas mon monde. J'étais avec une discussion qu'il y avait avec quelqu'un que j'estime beaucoup, et c'est aussi la raison pour laquelle j'étais là, qui est Alain Aspect. Alain Aspect, qui est le prix Nobel de physique, et on était là tous les deux pour parler de physique quantique. Et quelque part, j'ai le sentiment qu'on était plus à l'aise à parler de ça. Il venait de sortir un excellent livre que je recommande à Alain Aspect, une conversation avec Einstein. Voilà exactement dans quel contexte tout ça. Non, mais je tenais à vous interroger là-dessus. L'Europe a-t-elle les moyens de se défendre dans ce domaine-là, le numérique? Mais que propose-t-elle? Est-ce qu'il n'y a pas d'équivalent en Europe? Oui, vous avez raison. Et c'est un vrai problème, ça. Vous avez raison. Et vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi? Parce que l'Europe était sur le marché numérique encore fragmentée. Oui. Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 5 ans, j'étais commissaire entre autres au numérique, et il y avait 27 régulations, 27 marchés numériques, alors qu'on est 450 millions, on est pratiquement 1,5 fois plus grand que les États-Unis en termes de population. On était tellement fragmenté. Ce qui fait que quand quelqu'un avait une idée dans le numérique, eh ben, il fallait faire 27 adaptations, et on ne pouvait pas bénéficier de la profondeur de notre marché. Et donc on a mis en place une organisation de l'espace informationnel, certains appellent ça une régulation, ça a été le DSA dont on parle, ça a été le DMA, le Data Act, les AI Act. Donc on a vraiment bâti l'architecture pour que, enfin, Jean-Jacques Bourdin, on ait un marché unique, donc du numérique, ce qui fait que maintenant, bien, les entrepreneurs du numérique, et on en a d'excellents en Europe et en France en particulier, vont pouvoir bénéficier, comme leurs concurrents ou amis américains, de la profondeur du marché européen. Un réseau, par exemple, un réseau social va naître un ou des réseaux sociaux. Mais on verra, mais en tout cas, maintenant, il n'y a plus de frein, alors que c'est vrai, je dois le dire, il y avait un frein, vous me demandez pourquoi y avait-il, effectivement, on n'a pas réussi, parce qu'on était trop fragmenté. Donc ça y est, maintenant, on a cette capacité, donc je n'ai aucun doute que ça va donner d'abord une... Il y a déjà Mastodon, bon, mais... Oui, mais même d'autres applications qui vont maintenant pouvoir bénéficier de notre marché à nous, et c'est vrai qu'il est tellement important que ça va donner des opportunités, j'en suis certain, de développement à tous ceux qui ont des idées dans ce domaine, et Dieu soit loué, nous en avons beaucoup en Europe, et d'excellents. Ça a fait du bruit. Bank America, pourquoi? Bank of America, pourquoi? Thierry Breton. Vous pouvez préciser votre question? Pourquoi est-ce que vous avez intégré le conseil consultatif de Bank of America? Non, mais Jean-Jacques Bourdin, c'est 3 réunions par an où Bank of America réunit des personnalités. Donc on n'est pas salarié, on est encore moins employé, on n'est pas membre. Je faisais partie de ces personnes avant de rentrer à la commission. Donc c'est 3 réunions par an. On est une quinzaine à parler et à faire entendre précisément la voix du pays où on est ou du continent où on est, pour échanger sur des aspects économiques. Donc, lorsque j'ai quitté la commission, le Bank of America m'a demandé si je souhaitais rejoindre à nouveau ces 3 réunions. Pour la France, par parenthèse, c'est Maurice Lévy qui qui fait porter la voix de la France, pour que je fasse porter la voix de l'Europe. J'ai demandé à la commission si il était compatible avec le fait que j'ai quitté la commission, que j'assiste à ces 3 réunions par an. La commission a réuni son comité d'éthique et au bout d'un mois a dit évidemment, il n'y a juste aucun problème pour que vous participez à ces 3 réunions par an, dont acte. Et c'est certainement pas pour être salarié, encore moins, je dirais, responsable de je ne sais quoi. Voilà. Et évidemment, certains ont voulu s'emparer de ça.
Je sais très bien qui c'est. On peut imaginer pourquoi. Mais je ne vais pas le dénoncer. Je ne suis pas... Vous savez qui bien s'est sûr, emparé de ça? Bien sûr. Je sais très bien de quel parti politique ils sont. Je sais pourquoi ils l'ont fait. Voilà, dont acte. 3 réunions par an. Pas employé de Bank of America, encore moins lobbyiste, et voilà. Mais c'est la vie politique, vous savez. C'est la vie politique. Alors, à propos de la vie politique, vous avez été ministre d'économie et des finances. J'avais envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez lu les déclarations récentes du ministre de l'économie, Éric Lombard? Oui, j'imagine. Je rappelle, la transformation écologique est la principale priorité. Les entreprises françaises doivent accepter de voir leur rentabilité baisser au nom de cette transformation. C'est la décroissance qui est bonne? Non, je crois que je pense pas du tout que Éric Lombard prône la décroissance. Non, mais d'accord, mais cette phrase... Vous savez, que pensez-vous de cette phrase, Thierry Breton? Je sais pas, parce que je sais pas dans quel contexte il l'a dit. Donc il l'a dit dans une émission sur RMC vendredi matin. Commenter les phrases sans entendre, sans avoir. J'en ai été trop victime, souvent victime moi-même. Oui, on vous sort une phrase et on vous demande ce que vous en pensez. Voilà, moi je suis, si vous me demandez moi, en tant qu'ancien ministre des Finances, je suis évidemment pour favoriser la croissance. Je suis pour augmenter notre compétitivité. Je sais que nous vivons dans un monde qui est difficile. Je sais aujourd'hui qu'on souffre de manque de compétitivité en Europe. Je sais ce qui est important pour nous, c'est de réussir une triple transition. C'est évidemment la transition verte, elle est essentielle, mais c'est aussi la transition numérique, on vient d'en parler. Et puis c'est la transition de défense aussi, il faut qu'on investisse plus en défense. Voilà, tout ça en augmentant la compétitivité de nos entreprises. Pour moi, voilà, il y a que ça. Et puis je vais vous dire une chose. En faisant ça, sans augmenter nos impôts. Parce que on est déjà en France le pays qui a la plus grande pression fiscale de tous les pays de l'OCDE et européens. Donc il faut qu'on fasse tout ça, évidemment. D'abord en réduisant notre dépense publique, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas continuer à vivre en créant 150 milliards d'euros de dettes par an parce qu'on a un déficit qu'on n'arrive pas à résorber. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, je le dis, ça passera sur... c'est la priorité des priorités. Pour moi, c'est la priorité des priorités parce que ça ne donne pas la visibilité qu'on devrait avoir, je dirais, pour les agents économiques. Ça augmente évidemment la pression sur notre budget parce que les intérêts de la dette ne cessent d'augmenter. Donc oui, pour moi, c'est la priorité des priorités dans le triptyque que j'ai rappelé précédemment sur la transition verte, qui est importante, la transition numérique et celle de défense. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin, il est 8h57. Vous êtes sur Sud Radio. Après les infos de 9h, Patrick Roger.